Sous la lueur ambrée des réverbères parisiens, la nuit semblait suspendue, comme si le temps retenait son souffle dans un silence épais, presque palpable. Les pins bordaient une route étroite de la banlieue de Saint-Denis, leurs aiguilles scintillant doucement dans l'obscurité, telles des sentinelles veillant sur un monde endormi. Une SUV noire glissait lentement sur l'asphalte, ses pneus murmurant à peine contre le bitume. À son volant, le colonel Antoine Dubois, récemment retraité après 35 ans de service dans l'armée française, conduisait avec une assurance tranquille. À 62 ans, Antoine n'avait rien d'un homme en quête d'attention ou de gloire. Son visage, marqué par les années de discipline et de responsabilité, portait la dignité d'un soldat qui avait traversé des champs de bataille au Mali, des conseils stratégiques à Paris, et des nuits sans sommeil où il avait porté l'honneur de son uniforme comme une seconde peau. Ses tempes grisonnantes et ses yeux sombres, profonds comme des puits de mémoire, racontaient une histoire que peu pouvaient lire, mais que tous ressentaient en sa présence. Antoine était né à Clichy-sous-Bois, dans une France des années 60 où un garçon noir devait apprendre à naviguer entre les rêves et les préjugés, entre l'espoir et les murs invisibles dressés par une société encore marquée par ses divisions. Sa mère, Aïssata, une infirmière immigrée du Sénégal, lui avait appris à marcher à la tête haute, même lorsque le monde cherchait à le rabaisser. « Ils te traiteront de garçon », murmurait-elle en raccommodant son unique chemise blanche, ses doigts agiles dansant sur le tissu usé, « mais toi, marche comme un homme. » Son père, un ouvrier d'usine aux mains calleuses, parlait peu, mais ses mots pesaient lourd. « La dignité, Antoine, c'est ton bouclier, » disait-il, le regard fixé sur l'horizon, comme s'il voyait un avenir que son fils devrait conquérir seul. Ces leçons, gravées dans son âme, l'avaient suivi à travers les déserts brûlants, les jungles humides, et les salles de réunion où il avait conseillé des généraux et négocié des cessez-le-feu. Antoine n'avait jamais oublié d'où il venait, ni qui il était. Il ne portait pas sa fierté comme une armure, mais comme une peau, une part essentielle de lui-même, inaltérable. Ce soir-là, après une journée de discours protocolaires à l'hôtel des Invalides, où il avait serré des mains et écouté des éloges souvent creux, Antoine ne pensait qu'à rentrer chez lui, dans sa maison modeste de Saint-Denis, un refuge où il pouvait enfin poser le poids des années. La radio diffusait un air de jazz doux, un saxophone qui semblait caresser l'air, et Antoine laissait son esprit vagabonder, pensant à sa mère, à ses hymnes fredonnés dans la cuisine, à son père, à ses silences pleins de sagesse. Il était à 5 minutes de chez lui lorsque des lumières rouges et bleues déchirèrent la nuit dans son rétroviseur, comme une lame tranchant l'obscurité. Ses doigts se crispèrent légèrement sur le volant, non par peur, mais par une vieille méfiance, un instinct forgé par des décennies d'expériences semblables. Antoine n'avait rien à se reprocher, il respectait la limite de vitesse, ses phares étaient allumés, sa ceinture bouclée, son téléphone reposait intact dans sa poche, et l'enregistrement de la SUV était en règle. Mais il savait, depuis ses 17 ans, lorsqu'un policier l'avait arrêté en chemin vers l'école, le soupçonnant de correspondre à une description, que certaines choses ne changent jamais, peu importe le grade ou les médailles. À l'époque, il portait une chemise blanche impeccablement repassée, et pourtant, il avait dû prouver qu'il n'était pas un voleur. Plus tard, en uniforme militaire, un autre officier avait douté de la validité de sa carte d'identité militaire, comme si un homme noir ne pouvait pas être un officier. Et maintenant, après 35 ans de service, après avoir gravi des échelons que peu osaient rêver, il savait encore que certaines ombres persistent, tapies dans les silences et les regards. La voiture de patrouille s'arrêta derrière lui, son moteur ronronnant comme un animal prêt à bondir. Une silhouette en sortit, celle de Julien Leclerc, un jeune officier de 28 ans, au visage rasé de près, à la mâchoire crispée, portant son uniforme comme un costume de théâtre plutôt qu'un symbole de devoir. Julien n'avait que 2 ans d'expérience dans la police, mais déjà une série de plaintes s'accumulait derrière lui. Des contrôles trop zélés, des mots trop durs, surtout envers ceux qui, selon lui, n'avaient pas l'air à leur place dans les quartiers calmes de la banlieue. Ce soir, Julien se sentait audacieux, galvanisé par le pouvoir que son badge lui conférait. Il s'approcha de la SUV d'Antoine, la main droite frôlant son holster, non par crainte d'un danger imminent, mais parce qu'il aimait le sentiment d'autorité, la sensation d'être craint. Son autre main se serra brièvement en poing avant de frapper à la vitre, un coup sec, presque théâtral, comme une déclaration de supériorité. Antoine baissa la fenêtre lentement, ses mouvements mesurés, son regard calme et direct,
ses épaules détendues malgré la tension qui flottait dans l'air. « Bonsoir, monsieur l'agent. » dit-il d'une voix grave, empreinte de respect mais ferme, une voix qui avait commandé des régiments et apaisé des crises. « Puis-je savoir pourquoi vous m'arrêtez ?» Julien ignora la question, comme s'il n'avait jamais eu l'intention d'y répondre. « Va ça !» permit ses cartes grises. Aboya-t-il, déjà irrité par le calme d'Antoine, par cette dignité qu'il percevait comme un défi. Antoine tendit les documents sans hésiter, un geste fluide, presque mécanique, forgé par des années de rencontres similaires. Julien les saisit brusquement, comme s'il pouvait lui mentir, ses yeux parcourant le nom inscrit, Antoine Dubois. Un rictus se dessina sur ses lèvres, un mélange de mépris et de suspicion. Antoine Dubois, dit-il, assez fort pour que sa voix résonne dans la rue silencieuse, comme s'il voulait que les pins eux-mêmes soient témoins de son autorité. Vous avez volé cette voiture, pas vrai ? Antoine soutint son regard, ses yeux sombres ne vacillant pas. Non, monsieur l'agent. C'est mon véhicule. Qu'est-ce que c'est beau Somalia ? Sa voix était calme, mais il y avait une force sous-jacente, une vérité qui ne pliait pas. Julien ricana, secouant la tête avec un air de défi. Bien sûr, et moi, je suis le ministre de l'Intérieur. Son ton était empreint de sarcasme, mais sous la surface, il y avait quelque chose de plus sombre, une animosité qu'il ne cherchait même pas à dissimuler. Il se pencha légèrement, défiant Antoine du regard. « Je suis le colonel Antoine Dubois », répondit Antoine, toujours aussi posé, armée française, à la retraite. Le silence qui suivit n'était pas de l'incrédulité, mais du rejet pur et simple. Julien éclata d'un rire bref et cinglant, comme si l'idée même qu'Antoine puisse être un colonel était une offense personnelle. « Un colonel ? Vous ?» Il fit un pas en arrière, la main désormais posée sur son holster, non par crainte, mais par une sorte d'instinct de domination. « Qu'est-ce que vous faites dans ce quartier ? » À cet instant, une silhouette apparut sous un réverbère non loin. Claire, une employée de 30 ans d'un magasin de proximité voisin, rentrait chez elle après son service de nuit. Elle s'arrêta, intriguée par la tension palpable de la scène. Ses cheveux châtains attachés en un chignon désordonné, elle serrait son sac contre elle, ses yeux passant de Julien à Antoine. « Monsieur l'agent », lança-t-elle timidement, sa voix tremblant légèrement, « je connais cet homme, il vit ici. C'est un voisin. » Julien lui jeta un regard agacé, ses lèvres pincées. « Restez en dehors de ça, madame, » rétorqua-t-il, son ton sec, presque menaçant. Claire recula d'un pas, mais son regard resta fixé sur Antoine, son instinct lui disant que quelque chose n'allait pas, que cette scène était plus qu'un simple contrôle routier. Elle sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle resta là, immobile, comme un témoin silencieux. Julien reporta son attention sur Antoine, son attitude devenant plus agressive. « Sortez du véhicule, Guy, » ordonna-t-il, sa voix tranchante, son corps tendu comme s'il s'attendait à une résistance. Antoine soupira doucement, un souffle chargé de déception, non pas de peur. Il avait connu des champs de bataille, des nuits sous les tirs, des moments où la mort semblait plus proche que la vie, et pourtant, ici, sur cette rue paisible de Saint-Denis, il devait encore affronter une guerre différente, une guerre faite de silence et de préjugés. Il déboucla sa ceinture, ouvrit la portière et descendit lentement, chaque mouvement empreint de dignité, comme s'il refusait de laisser cet instant le réduire. Sous la lumière des réverbères, son visage révélait des tempes grisonnantes, des rides creusées par le temps et la responsabilité, et une résolution tranquille qui semblait défier le monde. Il n'était ni effrayé ni en colère, seulement fatigué d'une guerre qu'il n'avait pas choisie, mais qu'il devait encore livrer, une guerre qu'il menait depuis l'enfance, dans les regards méfiants, les mots murmurés, les portes fermées. « Tournez-vous, main sur le capot », aboya Julien, son ton plus dur, presque théâtral. Antoine obéit, posant ses paumes sur le métal froid de sa SUV, le véhicule qu'il avait acheté avec les économies de décennies de service. Le capot, sous ses doigts, semblait soudain étranger, comme si cet instant le dépouillait de tout ce qu'il avait construit. Julien commença une fouille brutale, ses mains s'attardant plus que nécessaire, frappant parfois plus fort qu'il n'était requis, comme pour affirmer son pouvoir. Écarter les jambes,
ordonna-t-il, sa voix vibrante d'une autorité qu'il n'avait pas encore gagnée. Antoine s'exécuta, immobile, tandis que le souvenir des mots de sa mère résonnait dans son esprit, « Marche comme un homme ». Il revoyait ses mains, usées par des années à nettoyer des hôpitaux, raccommodant sa chemise avec soin, lui enseignant que la dignité ne se négocie pas, même face à l'injustice. Soudain, le claquement des menottes autour de ses poignets brisa le silence de la nuit. Le métal froid mordit sa peau, un rappel brutal de sa réalité. Antoine resta impassible, sa respiration régulière, mais à l'intérieur, une blessure s'ouvrait, non pas celle de la peur, mais celle de l'insulte. Ce n'était pas seulement une question de race ou de suspicion, c'était une question d'oubli, de ce que signifie servir un pays qui, parfois, oublie d'honorer les siens. Julien le conduisit vers la voiture de patrouille, ignorant le regard inquiet de Claire, qui serrait son sac contre elle, ses doigts tremblants. Alors qu'il s'éloignait, elle sortit son téléphone et envoya un message à un ami journaliste. « Quelque chose de grave vient de se passer. Un homme bien a été arrêté sans raison. » Ces mots étaient simples, mais ils portaient le poids d'une vérité qu'elle ne pouvait ignorer. Antoine, menotté à l'arrière de la voiture de patrouille, regardait par la fenêtre, les réverbères défilant comme des éclats de mémoire. Il ne parlait pas, ne protestait pas. Il savait que protester ne lui offrirait aucune sécurité. Il gardait sa dignité, comme il l'avait toujours fait, comme sa mère le lui avait appris, comme son père le lui avait ordonné. Julien, devant, conduisait avec une assurance arrogante, inconscient du poids de ce qu'il venait de faire. Au loin, les lumières de Saint-Denis scintillaient, et la nuit, toujours silencieuse, semblait attendre la suite. Au commissariat, l'ambiance était morne, presque étouffante. Les néons clignotaient, projetant une lumière crue sur les murs défraîchis. Une cafetière froide trônait sur un comptoir, son odeur amère se mêlant à l'air. Le bruit des claviers et des murmures emplissait l'espace, ponctué par le tout-sautement d'un détenu dans une cellule au fond. Julien entra, fier comme un chasseur revenant avec sa proie, Antoine derrière lui, menotté mais droit, son pas mesuré, son regard fixé devant lui. « J'en ai un autre », lança Julien, assez fort pour attirer l'attention des autres officiers, un sourire satisfait aux lèvres. « Il prétend être colonel. » Personne ne rit. Au contraire, un silence pesant s'installa, comme si l'air lui-même s'était figé. Derrière le bureau de l'accueil, le sergent Philippe Moreau, un homme trapu au regard perçant, leva les yeux de ses formulaires. Son visage blêmit instantanément. Il connaissait ce nom. Il connaissait cet homme. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Antoine, et un souvenir jaillit, clair et douloureux, une mission au Mali, des années plus tôt, où Antoine, alors commandant, avait risqué sa vie pour le sauver d'une embuscade. Philippe sentit son cœur s'accélérer, une vague de honte et de colère montant dans lui. « C'est, on sait bien lui ?» murmura-t-il, presque pour lui-même, comme si prononcer le nom à voix haute rendrait la réalité plus supportable. Antoine ne dit rien. Il se contenta d'un léger hochement de tête, un geste simple, mais suffisant. Philippe se leva d'un bond, oubliant les papiers sur son bureau, son visage passant de la stupéfaction à une colère contenue. « Julien » dit-il, sa voix tremblante mais ferme. « Tu as menotté le colonel Antoine Dubois ?» Le commissariat de Saint-Denis vibrait d'une énergie lasse, presque oppressante, comme si les murs eux-mêmes portaient le poids des histoires non dites. Les néons clignotaient par intermittence, projetant une lumière crue sur les visages fatigués des officiers, sur les carreaux fissurés du sol et sur une cafetière abandonnée, dont l'odeur amère flottait dans l'air, mêlée à celle du papier poussiéreux et de l'encre. Le bruit des claviers, ponctué par le murmure des conversations et le tout-sautement d'un détenu au fond d'une cellule, emplissait l'espace, créant une symphonie monotone de la routine nocturne. Julien Leclerc entra dans ce décor avec une assurance arrogante, son uniforme semblant trop grand pour l'homme qu'il était encore, un jeune officier de 28 ans qui n'avait pas encore appris à porter le poids du pouvoir, mais qui en savourait déjà l'illusion. Derrière lui, menotté, le colonel Antoine Dubois avançait, droit et silencieux, ses pas mesurés, son regard fixé sur un point d'invisible et à l'horizon,
comme s'il traversait un champ de bataille plutôt qu'un commissariat de banlieue. Julien s'arrêta près du bureau d'accueil, jetant d'un regard satisfait aux officiers présents. « J'en ai un autre », lança-t-il, sa voix résonnant avec une suffisance qui cherchait à impressionner. « Il prétend être colonel. » Le mot « colonel Boitier » flotta dans l'air, mais au lieu d'éveiller des rires ou des murmures amusés, il provoqua un silence abrupt, presque palpable, comme si l'atmosphère s'était figée. Derrière le bureau, le sergent Philippe Moreau, un homme trapu aux cheveux grisonnants et au regard perçant, leva lentement les yeux de ses formulaires. Son visage blêmit instantanément, comme si un souvenir douloureux venait de le frapper de plein fouet. Il connaissait ce nom. Il connaissait cet homme. Des années plus tôt, dans la chaleur suffocante du Mali, Antoine, alors commandant, avait risqué sa vie pour sortir Philippe d'une embuscade, un moment où le chaos et la mort semblaient inéluctables. Sous un soleil brûlant, Antoine avait donné un ordre clair, sa voix calme mais inflexible, on ne laisse personne derrière. Philippe n'avait jamais oublié ce jour, ni le regard d'Antoine, un regard qui portait à la fois la force d'un leader et la compassion d'un frère d'armes. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Antoine, et un éclair de reconnaissance traversa son visage, suivi d'une vague de honte et de colère contenue. « C'est mon sang qui est ici ?» Asta. C'était bien lui ? Murmura-t-il, presque pour lui-même, comme si prononcer le nom à voix haute rendrait la réalité plus supportable. Antoine ne dit rien. Il se contenta d'un léger hochement de tête, un geste simple mais chargé de dignité, un rappel silencieux de qui il était. Philippe se leva d'un bond, oubliant les papiers qui glissèrent de son bureau, son visage passant de la stupéfaction à une colère maîtrisée. « Julien, dit-il, sa voix tremblante mais ferme, tu as menotté le colonel Antoine Dubois ?» Julien fronça les sourcils, déconcerté par la réaction de Philippe. « Colonel ? Ce type ? » répondit-il, un rictus moqueur aux lèvres. « Allez, il m'a raconté des histoires. Il ne ressemble pas à un colonel. » Ces mots, prononcés avec une arrogance juvénile, résonnèrent dans la pièce comme une insulte, et Philippe sentit une chaleur monter dans sa poitrine, un mélange de rage et d'incrédulité. Il fit un pas vers Julien, son regard aussi tranchant qu'une lame. « Tu ne comprends pas ce que tu as fait, » dit-il, sa voix basse mais vibrante d'une autorité forgée par des années de service. Sans attendre de réponse, Philippe se dirigea vers le téléphone sécurisé fixé au mur, une ligne réservée aux urgences graves, celle qui pouvait te faire trembler des carrières et secouer des institutions. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il composa le numéro direct du ministère de la Défense, un numéro qu'il n'avait jamais eu à utiliser auparavant. Une voix répondit après une seule sonnerie, froide et autoritaire, coupant le silence comme une lame, général de brigade Marc Lefebvre. Philippe déglutit, sa gorge serrée par l'ampleur de la situation. « Mon général, » dit-il, sa voix vacillant légèrement, ici le sergent Philippe Moreau, police de Saint-Denis. Nous avons le colonel Antoine Dubois en garde à vue. Il a été arrêté lors d'un contrôle routier. Un silence glacial suivit, si lourd qu'il semblait étouffer le bourdonnement des néons. Puis, la voix de Lefebvre trancha, aussi acérée que du verre brisé, « Vous avez quoi ?» Philippe répéta les faits, son ton devenant plus hésitant à mesure qu'il sentait la colère monter de l'autre côté de la ligne. « Vous avez 30 secondes pour le libérer, » gronda Lefebvre, chaque syllabe empreinte d'une fureur contrôlée. « Sinon, cela deviendra un scandale national avant l'aube. » La ligne se coupa avec un clic sec, laissant Philippe avec le combiné dans la main, les doigts pâles autour du plastique. Il raccrocha lentement, son regard revenant vers Julien, qui se tenait toujours près d'Antoine, inconscient de la tempête qu'il venait de déclencher. « Julien !» cria Philippe, sa voix craquant sous le poids de l'urgence, « enlève ces menottes. » Tout de suite. Julien resta figé, son visage blêmissant, comme si la réalité commençait enfin à percer son armure d'arrogance. Mais il ne ressemblait pas à... tenta-t-il, sa voix s'éteignant sous le regard incandescent de Philippe. « Je te donne 10 secondes, »
interrompit Philippe, avançant d'un pas, ou je prends ton badge moi-même. Dans un coin du commissariat, une jeune femme observait la scène, son carnet à la main, ses doigts se griffonnant à toute vitesse. Sophie, 27 ans, journaliste pour un journal local, était venue ce soir-là pour enquêter sur une série de petits vols dans le quartier. Intriguée par l'agitation soudaine, elle s'était rapprochée discrètement, ses yeux passant de Julien à Antoine. Elle reconnut immédiatement ce dernier, grâce à une ancienne interview qu'elle avait lue sur ses exploits militaires, un article qui détaillait ses missions au Mali et son rôle dans des négociations internationales. Sophie sortit son téléphone, prenant une photo discrète de la scène, son instinct de journaliste prenant le dessus. Elle savait qu'elle tenait une histoire, une de celles qui pouvaient changer la façon dont une ville voyait ses héros. Julien, sous le regard des autres officiers, déverrouilla les menottes d'Antoine avec des mains tremblantes. Le cliquetis du métal résonna dans la pièce silencieuse, un son qui semblait porter tout le poids de l'erreur commise. Antoine massa ses poignets, où la peau était rougie par la pression des menottes, mais son visage restait impassible, ses yeux sombres fixés sur un point invisible. Il s'avança lentement vers Julien, son regard calme mais perçant, un regard qui semblait voir à travers l'âme du jeune officier. « Vous m'avez demandé tout à l'heure qui j'étais, » dit-il, sa voix grave, comme un grondement lointain porté par le vent. « Maintenant, vous savez. » Il n'y avait ni colère ni triomphe dans ces mots, seulement une vérité brute, une vérité qui pesait plus lourd que n'importe quelle accusation. Julien baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard, et pour la première fois, il sentit le poids de son erreur, comme une pierre s'enfonçant dans sa poitrine. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Il n'y avait rien à dire. Soudain, les portes du commissariat s'ouvrirent à la volée, le bruit des gonds résonnant dans la pièce comme un coup de tonnerre. Une SUV noire s'arrêta brutalement dehors, ses pneus crissant sur l'asphalte. 3 agents fédéraux en costumes impeccables entrèrent, leurs oreillettes scintillant sous la lumière des néons, leurs visages impassibles mais déterminés. « Officier Julien Leclerc », annonça l'un d'eux, sa voix tranchante comme une lame de glace, « vous êtes en état d'arrestation pour détention illégale d'un officier militaire de haut rang. » Julien blêmit, ses mains cherchant instinctivement à se défendre, comme si un geste pouvait repousser la réalité. Je ne savais pas qui il était. Balbutia-t-il, sa voix tremblante, presque enfantine. Il ne ressemblait pas à... Mais les mots moururent dans sa gorge alors que les menottes, celle et la même qu'il avait utilisée sur Antoine, claquaient autour de ses poignets. Le bruit était plus qu'un son, c'était un jugement, un écho de l'erreur qu'il avait commise. Antoine resta immobile, observant la scène sans un mot, sans un mouvement superflu. Il n'avait pas besoin de parler, pas besoin de réclamer justice. Sa présence, son silence, son regard suffisaient. Sophie, toujours dans l'ombre, griffonnait frénétiquement, son stylo courant sur le papier comme si chaque mot pouvait capturer l'intensité du moment. Elle envoya un message à son rédacteur en chef. « J'ai une histoire. Une grosse. Une qui va secouer Paris. » Philippe s'approcha d'Antoine, la tête baissée, ses épaules voûtées par la honte. « Colonel » murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion, « Je suis désolé. Rien de tout cela n'aurait dû arriver. » Antoine posa une main sur son épaule, un geste presque paternel, un rappel de leur lien forgé dans le sable et le sang du Mali. « Ce n'est pas toi, Philippe, » dit-il doucement, sa voix portant une sagesse ancienne. « Mais il faut que ça change. Pour tout le monde. » Philippe hocha la tête, incapable de répondre, les mots coincés dans sa gorge. Il savait qu'Antoine ne parlait pas seulement de cette nuit, mais de toutes les nuits, de tous les silences, de toutes les injustices qui s'accumulaient dans l'ombre. Antoine tourna les talons, son pas toujours aussi mesuré, et se dirigea vers la sortie. Les agents fédéraux s'écartèrent respectueusement, tenant les portes de la SUV ouvertes pour lui. Dehors, la nuit était toujours calme, les réverbères projetant leur lueur ambrée sur les pins, mais quelque chose avait changé. Une fissure s'était ouverte, non pas dans la ville, mais dans la conscience de ceux qui avaient été témoins de cette scène. Antoine monta dans la SUV, son regard fixé sur la route devant lui. Il n'avait pas besoin de regarder en arrière.
Il savait que cette nuit ne serait pas oubliée, que son silence avait parlé plus fort que n'importe quel cri. Sophie, restée dans le commissariat, referma son carnet, le cœur battant. Elle savait que l'histoire qu'elle écrirait ne serait pas seulement celle d'Antoine, mais celle d'une société confrontée à ses propres ombres. Elle sortit son téléphone et commença à taper les premières lignes de son article, ses doigts tremblants d'excitation et de responsabilité. Dehors, les pins murmuraient dans le vent, et Saint-Denis semblait attendre, comme si la ville elle-même savait qu'un changement, aussi discret soit-il, venait de commencer. Quelques mois s'étaient écoulés depuis cette nuit où la banlieue de Saint-Denis avait été le théâtre d'une injustice qui, bien que silencieuse, résonnait encore dans les cœurs et les esprits. L'histoire du colonel Antoine Dubois, arrêté sans raison par un jeune officier de police, s'était répandue comme une traînée de poudre dans les rues de Paris, portée par l'article incisif de Sophie, la jeune journaliste qui avait assisté à la scène et au commissariat. Son reportage, publié dans un journal local avant d'être repris par des médias nationaux, avait transformé Antoine en un symbole involontaire de dignité face à l'adversité. Pourtant, Antoine refusait obstinément les caméras, les micros et les demandes d'interview qui affluaient. « Je n'ai pas besoin de raconter ce que j'ai vécu », confia-t-il un soir à un vieil ami, attablé dans un petit bistrot de Saint-Denis, où l'odeur du café et du pain grillé emplissait l'air. Ceux qui doivent comprendre va comprendre le savant déjà. Son silence, loin d'être une faiblesse, parlait plus fort que n'importe quel discours. À Saint-Denis, les habitants discutaient de cet homme qui avait marché droit face à l'humiliation, de son calme qui avait forcé le respect que là où la colère aurait pu échouer. Dans les cafés, sur les marchés, dans les cours d'école, son nom revenait, non pas comme celui d'un héros de guerre, mais comme celui d'un homme qui incarnait une vérité simple et puissante: la dignité ne se négocie pas. Claire, la jeune employée du magasin de proximité qui avait été témoin de l'arrestation, n'avait pas oublié cette nuit. Le regard d'Antoine, calme mais inébranlable sous les réverbères, l'avait marquée. Elle avait pris contact avec lui peu après, poussée par un mélange de respect et de culpabilité pour n'avoir pas fait plus sur le moment. Leur première rencontre avait été simple, un café partagé dans un petit troquet, où Antoine l'avait écouté parler de son travail, de ses espoirs, de ses frustrations face aux injustices qu'elle voyait dans son quartier. De cette conversation était née une amitié inattendue, et Claire, avec son énergie et sa détermination, avait proposé une idée audacieuse. Organiser des ateliers communautaires pour sensibiliser à la lutte contre les préjugés. Antoine, d'abord réticent, avait fini par accepter, non pas pour se mettre en avant, mais parce qu'il voyait en Claire une flamme qu'il ne voulait pas éteindre. Ensemble, ils réunissaient des habitants, des officiers de police et des jeunes, dans une salle prêtée par la mairie, pour discuter de ce qui divisait et de ce qui pouvait unir. Ces ateliers, modestes au départ, étaient devenus un lieu où les voix s'élevaient, parfois tremblantes, parfois pleines de colère, mais toujours écoutées. Un jour, une invitation différente arriva. Le lycée public de Saint-Denis, un établissement aux murs fatigués mais vibrant de l'énergie des jeunes, avait créé une bourse en l'honneur d'Antoine, la bourse Tobacco Bourse, de l'intégrité Antoine Dubois. Cette distinction, destinée à récompenser les élèves qui faisaient preuve de courage et de persévérance face à l'adversité, était une idée du proviseur, un homme discret qui avait lu l'article de Sophie et vu en Antoine un modèle pour ses élèves. Parmi les premiers récipiendaires se trouvait Malik, un adolescent de 16 ans, fils d'immigrés maliens, dont les yeux brillaient d'une ambition farouche. Malik vivait dans une cité voisine, où les rêves étaient souvent étouffés par la réalité, mais il avait trouvé en Antoine une source d'inspiration. « Je veux être comme lui », avait-il confié à Claire lors d'un atelier, serrant dans ses mains un carnet où il notait ses idées pour l'avenir. Pas seulement un héros, mais quelqu'un qui ne plie pas, même quand tout le monde est contre lui. Le jour de la remise de la bourse, l'auditorium du lycée était comble. Les élèves, les professeurs, les parents, tous attendaient dans un silence respectueux, comme si l'air lui-même portait le poids de l'événement. Antoine n'avait pas prévu de parler. Il était venu pour féliciter les lauréats, rien de plus. Mais lorsque le proviseur prononça son nom et que les regards se tournèrent vers lui, un murmure parcourut la salle, une attente presque tangible. Malik, assis au premier rang, serrait son certificat, ses yeux fixés sur Antoine, comme s'il cherchait à graver chaque détail de cet instant dans sa mémoire.
Antoine s'avança vers le podium, ses pas lents, mesurés, sans notes ni discours préparés. Il posa ses mains sur le bois usé du lutrin, son regard balayant la foule, s'arrêtant d'un instant sur Malik, puis sur Claire, qui se tenait au fond, un sourire encourageant aux lèvres. « J'ai porté beaucoup d'uniformes dans ma vie », commença-t-il, sa voix grave résonnant dans le silence, comme une vague calme mais puissante. Certains étaient faits de tissu, d'autres de silence. Mais le plus important, celui que j'ai porté chaque jour, c'est mon nom. Je l'ai porté avec soin, parce qu'il est tout ce que j'ai. Il marqua une pause, laissant ces mots s'installer dans l'esprit des jeunes visages devant lui. Le pouvoir ne vous rend pas digne. C'est la dignité qui vous rend puissant. La salle resta immobile, sans applaudissements, sans bruit, seulement le poids d'une vérité rarement dite à voix haute. Malik, au bord des larmes, serra son certificat plus fort, comme si ces mots confirmaient tout ce qu'il avait toujours voulu croire. Claire, au fond, sentit d'une chaleur dans sa poitrine, une fierté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Pendant ce temps, Julien Leclerc, l'ancien officier qui avait arrêté Antoine, vivait dans l'ombre de ses actes. Licencié de la police, il avait vu son monde s'effondrer. L'arrogance qu'il avait portée cette nuit-là s'était évaporée, remplacée par une honte qui le rongeait. Poussé par un mélange de culpabilité et de désir de comprendre, il s'était inscrit à l'un des ateliers organisés par Claire. Lors d'une session, entouré d'habitants qui partageaient leurs expériences, il avait pris la parole, sa voix tremblante. « J'ai fait une erreur », avait-il dit, les yeux baissés. « Je n'ai pas vu l'homme, seulement ce que je voulais voir. » Personne ne l'avait forcé à parler, mais Antoine, présent ce jour-là, l'avait écouté en silence, son regard ni indulgent ni accusateur, simplement attentif. À la fin, il avait hoché la tête, un geste discret qui disait « Fais mieux ». Ce n'était pas un pardon ostentatoire, ni une réprimande, mais une invitation à changer. Julien, pour la première fois, avait senti qu'il pouvait peut-être, un jour, se racheter. Le sergent Philippe Moreau, de son côté, n'avait pas oublié cette nuit. Incapable de dormir pendant des semaines, hanté par l'image d'Antoine menotté sous son commandement, il avait lancé une réforme discrète mais déterminée des pratiques de recrutement et de formation au sein de la police de Saint-Denis. Ce n'était pas une réponse à la pression des médias, mais une nécessité intérieure, un besoin de s'assurer qu'aucun homme comme Antoine ne serait plus humilié sous ses ordres. Il avait rencontré Antoine une fois depuis, dans un café près de la mairie, et lui avait présenté des excuses sincères. « Ce n'était pas toi, Philippe », avait répondu Antoine, comme il l'avait fait au commissariat, mais avec une chaleur qui avait apaisé une partie de la culpabilité de Philippe. Mais il faut que ça change, pour les autres. Un soir, Antoine roulait à nouveau dans les rues de Saint-Denis, sa SUV glissant sous les mêmes réverbères qui avaient éclairé cette nuit fatidique. Les pins murmuraient dans le vent, et la ville semblait différente, non pas transformée, mais marquée par une prise de conscience fragile. Il n'avait pas cherché à devenir un symbole, ni à revendiquer une victoire. Il n'avait pas besoin de monuments, de médailles ou de unes de journaux. Son nom, porté avec dignité, suffisait. Dans les ateliers de Claire, dans les yeux de Malik, dans les réformes de Philippe, son histoire vivait, un rappel que le changement commence dans les petites actions, dans les silences courageux, dans les noms portés avec fierté. Pourtant, une question restait en suspens, flottant dans l'air comme une promesse incertaine. La société pourrait-elle un jour dépasser ses préjugés ? Antoine n'avait pas la réponse, mais il savait une chose, le changement ne vient pas des grands discours ou des lois imposées d'en haut. Il naît dans les moments où l'on choisit de faire mieux, dans les regards échangés, dans les mains tendues, dans les vérités dites à voix basse. À Saint-Denis, dans les rues bordées de pins, quelque chose avait bougé. Pas une révolution, pas encore, mais une graine plantée, prête à germer. Antoine gara sa SUV devant chez lui, coupa le moteur et resta un instant immobile, écoutant le silence de la nuit. Il descendit, referma la portière, et leva les yeux vers les réverbères, dont la lueur ambrée semblait plus douce, comme si elle portait désormais une part de son histoire. Il entra chez lui, laissant derrière lui une ville qui, lentement, apprenait à voir autrement. Note légale. Cette histoire est entièrement fictive. Tous les personnages et événements sont des créations de l'auteur et ne visent pas à critiquer ou faire référence à des personnes réelles.
Elle est conçue pour sensibiliser à la responsabilité, à la justice et à l'importance de traiter autrui avec respect et dignité. L'histoire d'Antoine Dubois, telle qu'elle est racontée dans cette trilogie fictive, résonne comme une parabole contemporaine, ancrée dans les valeurs de dignité, de résilience et de justice qui sont chères à la culture française. À travers le parcours de cet homme, un colonel à la retraite confronté à l'injustice d'un contrôle policier discriminatoire, nous sommes invités à réfléchir sur des questions universelles: comment répondre à l'injustice avec dignité? Comment transformer une expérience personnelle en un levier de changement collectif? En tant que Français, où l'idéal républicain de liberté, égalité, fraternité guide nos aspirations, cette histoire touche une corde sensible, nous rappelant que ces valeurs ne sont pas seulement des mots gravés sur les frontons des mairies, mais des principes à incarner au quotidien. Ce qui frappe d'abord dans l'histoire d'Antoine, c'est sa retenue. Face à l'arrogance de Julien Leclerc, face à l'humiliation des menottes et à la suspicion infondée, Antoine choisit le silence, non pas celui de la soumission, mais celui de la force intérieure. Ce choix reflète une valeur profondément française, la maîtrise de soi, cette capacité à rester digne même lorsque le monde semble vouloir vous rabaisser. Dans une société où l'émotion peut parfois prendre le pas sur la raison, Antoine nous enseigne l'art de la patience et de la réflexion. Sa dignité n'est pas un cri, mais un murmure puissant, un rappel que la véritable autorité ne se mesure pas à la force des mots ou des gestes, mais à la constance des actes. Pour nous, dans nos vies quotidiennes, cela nous invite à cultiver une force intérieure, à répondre aux provocations non par la colère, mais par une assurance tranquille. Que ce soit dans une dispute au travail, une tension familiale ou une injustice rencontrée dans la rue, la leçon d'Antoine est claire: la dignité est une arme plus puissante que l'agressivité. Un autre aspect marquant de cette histoire est la manière dont elle met en lumière la responsabilité collective. La réaction du sergent Philippe Moreau, bouleversé par l'arrestation d'Antoine, et les actions ultérieures de Claire, qui organise des ateliers communautaires, montrent que le changement ne vient pas seulement des victimes d'injustice, mais aussi de ceux qui en sont témoins. En France, où la solidarité est une valeur cardinale, incarnée dans les mouvements citoyens et les associations, cette idée résonne particulièrement. Nous ne pouvons pas tous être Antoine, mais nous pouvons tous être Claire ou Philippe, des individus qui, face à une injustice, choisissent d'agir, même modestement. Cela peut être aussi simple que de parler lorsqu'un collègue est se traité injustement, d'écouter une voix marginalisée ou de participer à une initiative locale pour promouvoir l'égalité. L'histoire nous rappelle que chaque petit geste compte, que le changement commence dans les interstices de la vie quotidienne, dans les conversations, les regards, les mains tendues. L'histoire soulève également une question essentielle: comment combattre les préjugés implicites, ceux qui, comme dans le cas de Julien, se manifestent non pas par de la haine ouverte, mais par des suppositions inconscientes. En France, où la diversité est une réalité quotidienne, cette question est cruciale. Les préjugés de Julien, qui doute qu'un homme noir puisse être un colonel ou posséder une SUV, reflètent une réalité que beaucoup connaissent: être jugé non pour ses actions, mais pour son apparence. La leçon ici est double. D'abord, nous devons nous interroger sur nos propres biais, sur les moments où nous jugeons sans connaître. Ensuite, nous devons apprendre à écouter avant de parler, à voir l'individu avant la catégorie. Cela demande un effort conscient, une volonté de remettre en question nos réflexes, mais c'est un effort qui honore l'idéal d'égalité si cher à la France. Enfin, l'histoire d'Antoine nous enseigne la puissance du nom, de l'identité que l'on porte. Lorsqu'il dit aux élèves du lycée: « Le plus important, c'est mon nom, et je l'ai porté avec soin ». Il nous rappelle que notre identité, forgée par nos choix et nos actions, est notre héritage le plus précieux. En France, où l'histoire personnelle se mêle souvent à celle de la nation, cette idée résonne profondément. Nous sommes tous porteurs d'un nom, d'une histoire, et il nous appartient de les honorer par des actes de courage, de compassion et de justice. Pour chacun de nous, cela signifie vivre de manière à ce que notre nom soit synonyme de respect, non pas par vanité, mais par responsabilité envers ceux qui viendront après nous. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir ou inspirer, alors agissez. Cliquez sur le pouce levé pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues, pour que le message d'Antoine Dubois résonne plus loin. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires qui questionnent, inspirent et unissent. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous.
Que vous évoque cette histoire? Quelles leçons en tirez-vous pour votre vie? Ensemble, faisons vivre ces valeurs de dignité et de justice, un like, un partage, une parole à la fois.